Marc Duhamel, bonjour. Bonjour Maxime. Bienvenue, puis merci de prendre le temps en ce jour de première tempête de l'année. Je te félicite d'avoir bravé tout ça. On se connaît un petit peu, Marc, fait que ça ne te dérange pas. Comme je demande avec tout le monde, on va se tutoyer, beaucoup Absolument. plus simple, plus agréable. Absolument. Je réinvente rien, puis je commencerai de la rencontre en disant, bien Marc, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette fameuse rencontre-là, puis qu'est-ce que tu fais présentement? Qu'est-ce qui occupe ton temps? OK. Donc, d'où je viens, en fait, j'ai un parcours un peu atypique pour un professeur d'université. J'ai commencé ma carrière après mon doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique. J'ai commencé ma carrière, en fait, au bureau de la concurrence à Ottawa. J'ai travaillé sur des gros fusionnements, là. C'est à l'époque où il y avait, par exemple, la fusion des 5 grandes banques. Je n'ai pas travaillé sur ce cas-là. J'ai travaillé sur un autre cas qui a passé un petit peu inaperçu, là. C'est un cas de propane, là. C'est Okay. pas, mais c'est un cas qui s'est quand même rendu en Cour suprême. Donc, j'ai travaillé sur ça. Ensuite, je suis allé travailler à Industrie Canada, où j'étais en charge, en fait, d'une équipe de recherche sur les politiques microéconomiques, en fait. Donc, tout ce qui touchait un peu à l'innovation, la concurrence, les pratiques de gestion, les lois qui encadrent les entreprises, et ainsi de suite. Donc, je travaillais là-dessus. Puis, finalement, je me suis ramassé à l'UQTR à travers un parcours un peu, là. Je suis allé dans les provinces atlantiques. À l'Institut de recherche sur les politiques publiques, à l'Institut de recherche, l'Institut canadien... Je peux te le dire, c'était inscrit ici. Oui, l'Institut canadien de recherche... Bon, disons... Je te crois. Ça l'a changé. Maintenant, ça s'appelle l'Institut Donald Savoie, en fait, OK. à l'Université Moncton. Et également, j'avais une chaire de recherche en économie régionale à l'Université du Nouveau-Brunswick. Mais je suis revenu au Québec, bon, pour des raisons professionnelles et professionnelles. Et je suis atterri ici à l'UQTR en 2014. Et heureux depuis? Absolument, Voilà. Absolument. J'adore Trois-Rivières. Et ma mère m'a rappelé d'ailleurs que j'avais des racines à Louisville du côté maternel. Donc, c'est tout un concours de circonstances là, qui a fait en sorte que je suis arrivé ici et c'est grâce à Étienne Saint-Jean, que tu connais, qui est venu me voir et dit « Marc, il dit, je pense qu'on devrait faire de la recherche ensemble sur l'entrepreneuriat. » Et l'entrepreneuriat a mené au repreneuriat et maintenant, c'est vraiment le domaine qui occupe, je dirais, plus de 100% de mon temps. Bien là, c'est le fun parce que tu m'ouvres la porte parce que j'ai un document sous embargo ici, là, qui Oui. est l'Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprises au Québec. 2015-2021, c'est le rapport détaillé qui n'est pas encore divulgué. On a juste les grandes lignes, mais il n'est pas divulgué encore. J'aimerais ça, Marc, s'il te plaît, que tu puisses m'en parler un petit peu, puis en même temps, tu me connais, je suis impoli, je vais sûrement te couper pour te poser des questions puis prendre des fois des petits travers. Ah ben c'est parfait, il n'y a pas de problème. Moi, s'il y avait peut-être un verre de vin, ça serait encore plus agréable. On le prend en mais il est un peu de bonheur. Il n'est jamais bon. Écoute, quand j'ai commencé à travailler sur la question du transfert d'entreprise, en fait, c'est encore une fois, c'est une autre collègue, c'est Louise Cadieux, en fait, qui travaille là-dessus, qui avait publié de nombreux articles là-dessus, qui était à l'Institut de recherche sur les PME. Et l'écosystème, en fait, disait, Marc, on n'a pas de données, en fait. Comment on fait pour avoir des données sur les transferts d'entreprise? Je te coupe, première fois. Hein? Tantôt, on a parlé un petit peu hors d'onde, puis je t'expliquais pourquoi les gouvernements, pourquoi les hautes sphères n'ont pas vu arriver ça, on a beaucoup d'informations sur la démographie, mais tu m'expliquais justement que cette vague-là entrepreneuriale de repreneuriat n'était pas aucunement documentée, ce qui était, dans le fond, le sujet un peu là, qui va nous occuper. Là. Exactement. Puis c'est pour ça que je commence le rapport détaillé. En fait, je rappelle aux gens que, en fait, l'intérêt pour la relève entrepreneuriale, la relève des PME, la relève du Québec Inc., en fait, a été amorcé par un court rapport descriptif sur la démographie, en fait, des propriétaires d'entreprises qui a été réalisé en 2011. Okay. Et le rapport se concentrait uniquement sur les personnes. Le problème qu'on avait jusqu'à tout récemment, c'est la contribution principale de l'Étude nationale, c'est ça, c'est qu'on ne pouvait pas lier, en fait, les données ne nous permettaient pas de lier les propriétaires des entreprises avec les données sur les entreprises. Donc, dans quel secteur l'entreprise œuvrait, c'était quoi ses revenus, c'est quoi la quantité d'actifs qu'ils avaient, est-ce qu'elle dépense en innovation, oui ou non? Aucune donnée là-dessus. Aucune. En fait,
on avait les données sur les entreprises, on avait les données sur les propriétaires des entreprises, ça se parlait pas. mais les données n'étaient pas reliées, OK. en fait. Et moi, ça fait depuis 2018, en fait, que je travaillais, que j'essayais de convaincre Statistique Canada, des partenaires au Québec, des partenaires à Ottawa, de dire, écoutez, si c'est vrai qu'il y a un tsunami de transfert d'entreprises qui s'en vient, parce que effectivement, comme tu le dis, au point de vue de la démographie, on savait que ça s'en venait, mais il manquait les données sur les entreprises. Ouais. Donc, moi, ça faisait des années, je disais, écoutez, on pourrait faire une enquête, hein, c'est l'approche, je dirais, un peu facile en sciences sociales qu'on utilise pour avoir un portrait d'un enjeu. Le problème, c'est que faire des sondages sur les entreprises, puis faire des sondages sur les personnes qui possèdent les entreprises, c'est pas la même affaire. Okay? C'est beaucoup plus coûteux d'avoir des données fiables de l'entreprise que d'avoir des données fiables sur les personnes qui possèdent les entreprises. En effet. Et donc, c'est pour ça qu'en 2018, ce que j'avais proposé, c'était, écoutez, on peut lier les banques de données, puis ça venait, pourquoi je savais que c'était possible? C'est parce que moi, j'avais travaillé à Industrie Canada, j'avais travaillé avec Statistique Canada dans le passé, et je savais que la possibilité était là. Là, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait trouver. Et l'Étude nationale, en fait, grâce justement au Centre de transfert d'entreprise du Québec, qui a eu un peu le guts, okay, de vouloir aller dans cette direction-là, dit « Marc, on veut savoir. Okay? » Et donc, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé avec les gens de Statistique Canada pour trouver une méthodologie qui nous permettrait de faire ce lien-là et pour être tout simplement d'être capable d'identifier il y a combien d'entreprises au Québec, okay, qui changent de propriétaire par année. C'est la question de base. Okay? Donc, on a l'entreprise, on est capable de mesurer, est-ce qu'on est capable de trouver son propriétaire actuel? Ouais. Okay? Puis, dans la méthodologie, c'est simple, on trouve c'est un numéro d'assurance sociale. C'est un numéro d'assurance sociale, on le sait. Et là, on compare par rapport à l'année passée. Et là, on trouve, est-ce que c'est le même propriétaire que l'année dernière? Bon, il y a des détails un peu techniques là, sur le pourcentage du capital action, le titre de la personne, sa fonction, qu'est-ce qui est inscrit, qu'est-ce qui est déclaré, en fait, à l'Agence de revenus du Canada. Mais en bout de ligne, nous et Statistique Canada, on a été énormément surpris de la qualité et de la fiabilité de la base de données qu'on a construite, qui montre que, essentiellement, un des résultats de l'étude, là, c'est qu'en 2021, là, en toute probabilité, là, le repreneuriat est plus important au Québec que l'entrepreneuriat. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont dû faire le saut, là. Exactement. Puis, à Statistique Canada. Oui, premièrement. Et moi aussi. Oui. Mais tu sais, si on revient au rapport, ça a été une de vos conclusions, évidemment. Oui. Qu'est-ce qui t'a frappé ou qu'est-ce qui a confirmé ce que tu pensais qui est ressorti de ce fameux rapport-là? On savait qu'il y avait un engouement pour le transfert d'entreprise. Il y avait des sondages qui datent là, de 2017-2020 sur les intentions de transfert. Donc, on voyait qu'il y avait une vague là, vraiment de plus en plus de propriétaires d'entreprises disaient « Oui, j'y pense au cours des 5 prochaines années, j'y pense au cours de la prochaine année. » Okay, on a des enquêtes sur ça, sur les intentions. Mais on le sait, là, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, le passage à l'action, l'intention et le passage à l'action, c'est deux choses différentes. Ouais. Et en plus, on savait, à cause de la recherche que je fais avec mon collègue Étienne Saint-Jean là, sur les données du GEM, et c'est confirmé par un paquet d'autres, là, que dans le domaine de l'entrepreneuriat, le taux de risque des intentions est souvent là, avoisine 50, si ce n'est pas 60 %. Donc, c'est quoi le taux de risque? C'est le nombre de personnes qui disent qu'ils ont l'intention, mais qui ne passent pas à l'action. Okay? Bien, à ma grande surprise, jusqu'en 2020, 2021, là, le taux de risque est inférieur à 1 %. Bien, voyons donc. Et donc, ça veut dire que l'implication de ça, pourquoi c'est important, là, okay? Bon, il y a un paquet d'autres raisons pour lesquelles c'est important, là, mais je dirais, au point de vue scientifique, pourquoi c'est important, c'est que
imaginez que toutes les enquêtes qu'on a en ce moment sur les intentions de transfert d'entreprise, là, ça dit que c'est à peu près 15 000 par année qui veulent transférer. Là, en 2024, là, au cours des 12 prochains mois, il y a 14 000 entreprises au Québec qui disent avoir l'intention de transférer au cours de la prochaine année. Mais il y en a une couple qui vont faire le saut, Marc, parce qu'il n'y a pas 14 000 repreneurs. C'est ça le problème. On est en pénurie de main-d'œuvre et de repreneurs aussi. C'est la quantité de repreneurs, c'est la quantité de cédants et c'est surtout, moi, c'est ce que je retiens un peu, là, c'est que ça prend des intermédiaires. Hein? On le sait, on est ici au CEI. Là. Ces cédants-là et ces repreneurs-là ont besoin d'une quantité importante d'accompagnement de ce que nous, les économistes, on appelle des services d'intermédiation pour la transaction. Un peu comme quand vous essayez de vendre la maison, vous avez besoin d'un notaire, vous avez besoin d'un fiscaliste, vous avez besoin d'un courtier, vous avez besoin d'un paquet de gens, en fait, pour vous accompagner dans votre transaction. Bien, c'est encore plus compliqué dans un transfert d'entreprise que dans un transfert de propriété immobilière. Parce qu'on n'est pas seul quand on transfère une entreprise. Il y a souvent une équipe en arrière de ça. Exactement. Puis il y a beaucoup d'employés. Les employés, on a tout ça. Il y a beaucoup d'enjeux plus que dans une maison. Là. Absolument. Et le point de ce que ça soulève, en fait, c'est que si on a vraiment une vague de transfert d'entreprise, ou d'intention de transfert, 14 000, là, je rappelle, en 2021, c'était 8 665. On est quasiment doublé. Là, on est rendu à 14 000 en 2024. Bien, l'écart, là, ils vont venir où? Les comptables, les fiscalistes, les notaires, les avocats. Tout ce personnel-là, tous ces services d'intermédiation-là dans la transaction, ils vont venir d'où? L'étude montre que oui, effectivement, il y en a beaucoup à Montréal. On sait qu'à Montréal, il y a quand même une base relativement importante de professionnels qui œuvrent dans ce domaine-là. Mais venons à Trois-Rivières, allons à Drummondville, à Victoriaville, allons en Beauce, allons sur la Côte-Nord. C'est pas la même dynamique au niveau de ça. C'est clair. Et donc, ça soulève un paquet d'enjeux, OK? C'est une crise. Non. Mon expérience à Ottawa me suggère d'être un peu... le marché fait son œuvre, OK? C'est Winston Churchill qui disait qu'il ne fallait jamais gâcher une crise. Oui, exactement. Je suis d'accord, mais là, on est plus au niveau que maintenant qu'on a des données, là, maintenant, on va mettre à jour, bien entendu, cette étude-là avec les données de 2022. J'ai d'autres travaux également qui sont reliés à tenter d'évaluer c'est quoi les barrières, en fait, à un transfert d'entreprise au niveau de l'intermédiation, essayer d'évaluer les besoins en compétences, en fait, dans un transfert. Pas juste au niveau des cédants et des repreneurs, mais des compétences au niveau justement de ces intermédiaires-là. Ouais. C'est pas tous les comptables qui savent comment évaluer une entreprise. C'est clair. C'est pas tous les fiscalistes qui comprennent la dynamique dans un transfert d'entreprise familiale versus externe. Les financiers aussi. Il y a des financiers qui ne sont pas nécessairement habilités là-dedans, qui ne sont pas habitués. Exactement. Puis même les façons dont on finance les transferts d'entreprise ne sont pas nécessairement... favorise pas nécessairement un transfert efficace, surtout quand il y a des choses comme, par exemple, le capital intangible, beaucoup de capital intangible dans l'entreprise. Et on sait que dans une économie de services, on sait qu'il y a beaucoup de capital intangible. C'est souvent ça qu'on vend. Exactement, c'est ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'étude met la table, en fait, pour avoir maintenant une discussion ou une conversation sur ces enjeux-là de manière beaucoup plus éclairée, en fait. Parce qu'avant, on ne le savait pas, puis juste donner l'anecdote, là, avant qu'on ait les résultats de l'étude, moi, quand je parlais aux gens qui œuvrent dans le milieu, là, les financiers, là, les gens qui financent justement ces transferts-là, j'entendais des conversations là, qui me disaient « Ah, Marc, il n'y en a pas plus que 1800, 2000 par année. Gros max 3000, c'est impossible. » Bien, quand j'ai
révélé à ces gens-là que c'était 8665 en 2021. Les yeux sont devenus grands comme des 2 $. Fait qu'il y a comme un marché dans l'économie du transfert d'entreprise, là, tu sais. Ben, les gens, je pense qu'ils ont saisi maintenant. Je pense que c'était pas le cas avant. Je pense que les gens ont saisi l'importance économique du transfert d'entreprise. Comme, tu sais, avant, les gens se fiaient beaucoup à des données parcellaires qui provenaient, par exemple, d'Europe, des données sur les fusions et les acquisitions qui provenaient de sondages plus ou moins représentatifs, essentiellement sur des entreprises de 500 employés plus, ou 250 employés, la grande entreprise. Et là, soudainement, les gens ont saisi que non, les entreprises, là, puis là, oublions les micros, là, OK, donc de 1 à 4 employés, là, oublions juste ceux-là, là. C'est 50%, c'est des PME, là, OK, des transferts d'entreprise chez les PME, c'est entre 5 et 499 employés. Donc, c'est énorme, en fait. Oui, puis pour une province comme le Québec, là, perdre ce type d'entreprise-là, c'est ce qui fait l'économie du Québec. Fait qu'il faut réagir rapidement, là. Ben, c'est quoi les pertes, OK? Donc, il y a 3 risques associés à ça, effectivement, puis les travaux de l'Observatoire, en fait, là, je travaille sur le taux de survie, en fait. Donc, là, c'est sur ça qu'on s'intéresse. Parce que, sur les transferts. Les taux oui, de exactement. Les taux de survie de transfert versus entrepreneurs. Exact. OK? Et donc, et entreprises qui ne changent pas non plus. OK? Fait il y a tout ça. Et en fait, ce qui nous intéresse à l'intérieur de ça, c'est vraiment d'être capable de mieux mesurer, en fait, son importance parce que c'est pas le propriétaire qui pense qu'il a l'intention de transférer. Bien entendu, il n'y a pas juste le transfert, OK, à, par exemple, un repreneur local. Il peut vendre son entreprise au comptant à des investisseurs étrangers. Oui. Il peut décider tout simplement de délocaliser la production pour envoyer ça à contrat, en fait, à l'extérieur du pays. Et donc, c'est de mieux comprendre toutes ces ramifications-là, de comprendre que si on veut garder un écosystème local, puis moi, principalement, je pense que le rapport montre que c'est très important en région, en fait. Ouais. OK? Et maintenir la dynamique, la pérennité, l'effervescence des écosystèmes entrepreneuriaux en région passe par le transfert d'entreprise. Si je prends une petite courbe là, vers le CEI ici, on a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui viennent nous voir, qui sont au bac, à la maîtrise, au doctorat, puis ils veulent démarrer leur entreprise. Puis souvent, j'ai la discussion avec eux, mais racheter une entreprise. Première chose qu'ils me disent, bien moi, j'ai pas d'argent. Mais là, présentement, en 2024, les conditions sont assez favorables versus en 1980 où est-ce qu'on voulait acheter une entreprise. Si on n'a pas un chèque de préparé, certifié, oublie ça. Il y a des belles opportunités, je pense, pour des jeunes. Puis quand je dis jeunes, c'est entre 20 et 35 ans. Là. Comment tu vois ça? Bien, je pense qu'il y a des enjeux très sérieux pour les jeunes, en fait. Je pense que le milieu, jusqu'à tout récemment, en particulier parce que, tu sais, les entreprises, les financiers sont habitués de financer des transferts d'entreprises pour des grandes entreprises 250 et ils importent, en quelque sorte, leur modèle. Qui n'est pas adapté nécessairement. Là. Pour ces grandes entreprises-là, avec du collatéral, avec l'investissement de capital privé, bon, un paquet de capital de croissance, avec certains joueurs qui sont habitués à certains types d'analyses de très haut niveau au niveau financier. Là. La complexité des instruments de finance également. C'est pas adapté, en fait, pour reprendre une entreprise. Oublions oublions les 20 plus, là. Pensons juste aux 5 ou 10 à 20, là. OK? Des entreprises. Quand tu as 10 employés, là, ça paye des salaires, là, ça, là. C'est quand même important. Puis l'étude montre, en fait, que c'est non négligeable. C'est pas les entreprises qui sont transférées, que ce soit 5 à 10 employés, que ce soit 50 et plus, et ainsi de suite. En fait, l'étude montre que c'est les entreprises les plus productives au Québec. Ah, ça, je ne savais pas ça. Oui. Ah, OK. Donc, la productivité
par le revenu par employé, qui est une mesure, bon, c'est pas la mesure idéale, là, mais la mesure de la productivité par employé. Dans l'étude, on montre que les entreprises qui sont transférées sont de loin plus productives que les entreprises qui continuent à opérer sans changement de propriétaire. OK. Donc, il y a un intérêt vraiment économique à préserver ces entreprises-là. Là, il faut avoir une discussion sur, comme l'étude montre, c'est effectivement les en bas de 30 ans ont de la misère à accéder à l'entrepreneuriat. Paquet de bonnes raisons pour ça. Oui. Capital intangible, difficile à faire financer. Les banques ne veulent pas financer ça. Quand tu as 25, 30 ans, est-ce que tu connais des gens dans l'industrie Très peu. Des capital Zéro. Hein, les anges investisseurs et compagnie, très, très peu de connexion à l'intérieur de ça. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut concocter comme soutien, comme accompagnement qui va permettre à des jeunes entrepreneurs qui sont généralement beaucoup mieux qualifiés, en fait, que ceux qui partent. Très souvent, oui. OK? Ils ont moins d'expérience. Ouais. Ils ont moins d'expérience. Mais au niveau compréhension, compétence en termes de technologie, c'est un autre niveau. Puis en même temps, Marc, je ne veux pas défendre les cédants, mais quand tu es rendu à 60, 63 ans, tu as moins le goût de revirer tout à l'enfer, puis d'innover, puis tu penses plus à ta retraite que vouloir partir ça. Ben, c'est le résultat d'une autre étude qu'on avait faite confirme ça, montre ça en fait. Okay? Dans le fond, je ne dis pas des menteries. De vouloir vendre, de vouloir avoir l'intention de transférer, en fait, c'est essentiellement, ça fait 20 ans, les données là, en moyenne, là, ce que ça montre, c'est que ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise à peu près. Là. Ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise. Je pense que j'ai atteint le bout du rouleau. Exact. J'ai fait ce que je pouvais faire avec cette entreprise-là. C'est le temps de passer le bâton. Ouais. Mais là, le problème, c'est que passer le bâton aux enfants, qui a toujours été le mode traditionnel, bien, un, ils ont moins d'enfants. Deux, les enfants ne sont pas intéressés. Et donc, il faut que je me tourne vers soit des employés, soit de l'externe, ou un mix entre les deux. Ouais. Et là, bien entendu, si tu veux t'asseoir à la table comme repreneur potentiel, même en équipe, ce qu'on peut appeler repreneuriat mixte ou hybride, là, il y a différentes dans la littérature, les universitaires aiment ça, jouer sur les différentes définitions. Là. Mais il faut que tu amènes de l'argent, en fait. Puis le problème, puis l'étude le confirme, en fait, c'est que les jeunes en bas de 30 ans ont de la misère à arriver à la table, en fait. Et donc, il faut commencer à penser, c'est effectivement, si on veut transférer une entreprise, s'il y a du capital intangible, on a besoin de capitaux privés pour couvrir cette partie-là parce que le secteur bancaire est un peu réfractaire à financer ce genre d'actifs-là. Bien, qui va se mettre à la table, épauler, en fait, un jeune pour dire, bien, écoute, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut en ce moment, mais éventuellement, moi, je suis capable d'amener l'entreprise à un autre niveau. Mais dans mon entourage, Marc, je vois aussi beaucoup de gens en 45 et 55 ans qui vendent leur entreprise, donc qui développent du capital avec ça. Et puis après un an ou deux, comme on s'est parlé tantôt, là, ils trouvent ça un petit peu long parce que quand tu es entrepreneur, tu es tout le temps en action, ça bouge, ça bouge. Après 2 ans, tu as joué toutes les rondes de golf que tu peux jouer dans une vie. Puis là, ben, tu te rends compte, ben, j'aimerais ça repartir. Puis après ça, ils viennent nous contacter, nous qui sommes un peu en lien avec l'écosystème, avec les entrepreneurs, en disant « Max, si un jour tu as une entreprise dans tel secteur, appelle-moi. Appelle-moi, puis j'aimerais ça rencontrer cette personne-là parce que je veux réembarquer, mais je ne veux pas partir de zéro. Je l'ai vécu, la fameuse vallée de la mort, je l'ai vécu tout ça, mais avec toute l'expertise, l'expérience, puis le capital souvent qui vient avec ça, j'aimerais ça reprendre. Fait qu'il y a aussi beaucoup de beaux repreneurs qui étaient entrepreneurs, puis selon moi, c'est une pépite, ça là. Ben, écoute, tu as tout à fait raison. L'étude montre justement que ce qu'on pourrait appeler le repreneuriat senior. Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est des gens qui sont en deuxième carrière, qui ont 55 ans et plus. OK? En fait, c'est le segment de la population des repreneurs qui a la plus forte croissance, en fait. Intéressant. OK? Depuis 2015. Donc, on s'en rend compte, puis effectivement, là, quand tu parles aux gens du milieu, ils disent, effectivement, l'histoire que tu racontes représente très, très bien la dynamique en ce moment du repreneuriat. Donc, on a des gens qui veulent donner un deuxième souffle, non seulement au point de vue personnel, mais au point de vue de la dynamique de l'entreprise.
Et le défi pour ces gens-là est un peu différent. C'est pas comme les jeunes, c'est surtout d'avoir les ressources financières pour être capable de s'asseoir à la table. Le mode de financement d'un transfert d'entreprise, surtout quand il y a du capital intangible, c'est un peu compliqué. Parce que, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est est-ce que tu accepterais d'acheter une maison, OK, puis que la banque exige, quand tu achètes une maison, que pour se protéger des risques de vices cachés, qu'on va obliger l'ancien propriétaire de construire une garçonnière au sous-sol et qu'il va habiter là pendant 1 an et demi. C'est rare. Oui, non, je dirais, OK, j'aime ça, l'ancien propriétaire. C'est vrai qu'il connaît bien la maison, tout ça, mais on peut pas s'en débarrasser. Il ne peut pas quitter plus rapidement. Et donc, effectivement, quand tu es un entrepreneur en série, tu as déjà été entrepreneur, ou pour toi, en fait, quand tu as été, mettons, je sais pas, mais tu es un fonctionnaire, tu as fait ton argent, tu as été employé, tu as un bon fonds de pension, tu as hérité, mettons, d'argent, tu veux investir, bien là, tu en allais en entrepreneuriat, puis parce que le financement est lié à la participation de l'ancien propriétaire, ben, tu vas peut-être dire, ouais, non, c'est peut-être pas le bon secteur, c'est peut-être pas les bonnes conditions, et ainsi de suite. Donc, tant que ces enjeux-là sont résolus, l'étude montre qu'il y en a beaucoup, OK? Le cédant et le repreneur et ceux qui entourent la transaction, il y en a 8 665, donc ça veut dire qu'il y a 15 000 minimum, OK? Entrepreneurs qui, chaque année, sont en mesure de trouver, de négocier des termes qui font leur affaire. Tant que ça se passe, il n'y a pas de problème, en fait. Le problème vient que s'il y en a, et c'est ça la crainte, en fait, c'est que si, effectivement, on a une vague d'intention de transfert, mais que l'écosystème n'est pas en mesure de d'accompagner, de réaliser toutes ces transactions-là, bien, qu'est-ce qui se passe, en fait, avec ces entreprises-là? Est-ce qu'on met la clé dans la porte? Ce qui arrive souvent. Est-ce qu'on vend au comptant à des intérêts étrangers? Ce qui est triste. Ou un aspect qui vient, en fait, de mon... C'est un peu mon côté économiste, là. Est-ce que ça force des fusions, en fait, entre concurrents qui, oui, ça préserve l'emploi, tout ça, mais ça réduit l'intensité de la concurrence en région, par exemple. Et dans le fond, la population locale retire moins de bénéfices, de surplus de la concurrence. Et donc, est-ce qu'on est en train de se développer en région des économies moins compétitives, moins concurrentielles par rapport à Montréal ou par rapport aux autres grandes villes? Donc, c'est ça la question, en fait. Donc, il y a un paquet de questions que l'étude soulève. Bien entendu, l'étude, en fait, c'est la première, à notre connaissance, là, puis StatCan, ils ont quand même plusieurs relations avec les agences statistiques internationales, et ainsi de suite. Donc, à notre connaissance, c'est la première étude qui fait ça dans le monde. Et on pense que la méthodologie qu'on a peut être exportée. Donc, la méthodologie pourrait être utilisée par d'autres pays pour produire ce genre de statistiques-là. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. On ne savait même pas si ça allait être fiable. Okay? Il y a des trous dans des banques de données. Des fois, tu ne peux pas expliquer. On ne sait pas c'est quoi. On a été relativement... en fait, je sais que Statistique Canada ont dit OK, c'est beaucoup plus important qu'on pensait. Marc, le temps file. Le rapport va être disponible quand? À ma connaissance, OK, bon, sans engager, je sais que c'est dans les prochaines semaines. Donc, c'est une réponse de politicien, j'aime beaucoup ça. Oui, non, je ne suis pas politicien, mais je veux dire, c'est imminent. Okay. Les faits saillants sont déjà disponibles, en fait, sur le site du CETEC. Ça, vous pouvez les trouver. Mais là, le détail, l'importance de la méthodologie, comment ça s'est développé, les limites de la météo, ça sur quoi on est en train de travailler pour améliorer la météo et tout ça, ça c'est plus dans le rapport détaillé. Et bien entendu, comme on va le faire dans les prochaines semaines, là, dans les prochains mois, maintenant que la méthodologie est connue, tout ça, bien là, moi j'ai des données beaucoup plus pertinentes, par exemple au niveau des régions, au niveau des villes même. OK.
Je suis capable de dire, par exemple, comme je fais une présentation ici à l'UQTR au mois de janvier, et on m'a demandé de dire, ça a de l'air de quoi à Drummondville, ça a de l'air de quoi à Trois-Rivières, ça a de l'air de quoi à Shawinigan. Vous allez, comme on dit en anglais, stay tuned, restez à l'écoute. Et parce que dans les prochains mois, je vais être en mesure de donner un portrait beaucoup plus détaillé, en fait, des tendances au niveau des villes. Et là, ce qu'on constate effectivement, c'est on observe certaines régions, certaines villes où le transfert d'entreprise est clairement pas dans la tendance à la croissance. OK. Et là, c'est d'expliquer pourquoi. On a exploré, on en a discuté de certaines raisons qui pourraient le faire. Je serai très certainement à cette conférence-là. En fait, j'y serai. Merci encore une fois beaucoup d'avoir pris de ton temps. Puis on voit vraiment que c'est un sujet qui te passionne. C'est toujours le fun d'avoir des entrevues avec des gens qui aiment sur quoi ils travaillent. Merci encore, Marc, puis au plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.